Bien, je pense que je peux ouvrir ce conseil. Il est 18h32. Bon, tout le monde sait que Madame le maire est en réunion à la préfecture avec la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Et elle nous rejoindra en cours de conseil. Donc j'ai l'honneur de commencer et de lire les procurations. Madame Sylvie Lacoste-Terrain pour Brigitte Guyonneau. Monsieur Fassionne Christian pour Monsieur Luc Sibrac. Véronique Ferreira pour Pierre Laborde. Sandrine Lacoste-Adenon est arrivée. Pardon. Gilles Penel pour Jacques Paddy. Mathias Wierzewski pour Jean-Claude Marceau. Aurore Lamotte pour Sylvie César Brunet. Et c'est tout. Le recensement des pouvoirs. Pardon, j'ai oublié de nommer un secrétaire de séance. Je demande à M. Jacques Paddy s'il accepte cette lourde charge. Je vous remercie. Monseigneur. Nous devons éventuellement adopter le compte-rendu du dernier conseil municipal du 24 septembre. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Donc, je ne sais plus que l'ordre qu'adopte Madame le maire. Il y a des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité. Bien, donc première série de délibérations. La première, révision des autorisations de programme et crédits de paiement par Madame Sylvie César Brunet. Bonsoir. Donc nous avons ce soir révisé une autorisation de programme et les crédits de paiement qui sont associés. C'est celle concernant donc l'école du Bourg qui est donc portée à 5,9 millions. Et nous avons donc le tableau qui correspond au crédit de paiement prévu sur les années à venir. Je m'habitue à remettre le micro à chaque fois. Donc, des oppositions, abstentions, unanimité. Délibération, mutualisation, révision du niveau de service. Donc, dans le cadre de la mutualisation, nous pouvons donc modifier le niveau de service proposé. Et dans ce cas-là, nous proposons donc une augmentation de la fréquence de la tonte des trottoirs qui passe de 2 à 3. Et ensuite, comme cela a été prévu, l'installation qui a été faite des tableaux numériques dans toutes les classes de primaire et le renouvellement du parc informatique est un renouvellement normal à échéance. Donc ça nous amène donc à modifier le montant des remboursements au titre du fonctionnement et au titre de l'investissement. Pour l'exercice 2018, déjà, on fait en sorte de réviser pour que l'on soit pro rata temporis juste. Et pour l'exercice 2019, l'attribution de compensation de fonctionnement est donc majorée d'un peu plus de 33 000 € et l'attribution de compensation d'investissement est majorée aussi d'un montant de 16 497 €. Bien, des remarques? Aucune remarque, donc qui s'oppose? Pardon, oui, monsieur Ver. Actuellement, on a la tombée des feuilles et des caniveaux qui sont plus qu'encombrés. Donc ça signifie à très court terme des réseaux qui vont se boucher, des réseaux d'eau pluviale qui vont se boucher. Oui, là, il s'agit d'une délibération qui porte sur la tonte des trottoirs. Oui, sur le nettoyage, le nettoyage en général des trottoirs, les caniveaux. Je n'ai pas lu ça. Bah, c'est uniquement vous la passez tonte. de 2 à 3. C'est la tonte. C'est uniquement la tonte. Bon. Et pour le... J'en profite pour signaler que le problème des trottoirs qui sont encombrés pour les feuilles vont poser un problème de caniveaux et de nettoyage de leur côté. Et qui ne sont pas nettoyés actuellement. C'est noté. C'est vrai qu'il y a eu une grosse chute de feuilles ces derniers jours. Il y a même des parkings où on ne voit plus les limites. Bien, mais disons, ça ne se fait pas en termes de nombre de passages, là, parce que c'est la tonte des feuilles et elles tombent à peu près toutes au même moment et surtout au premier froid.
Donc, des oppositions sur cette délibération? Abstention? Unanimité. Merci. Numéro. Oui, je vois, mais dans mon papier, je passe à la 6. Numéro 3, créance éteinte. Sylvie César. Merci, Monsieur Laborde. Donc, créance éteinte, c'est en fait une délibération que nous voyons revenir assez régulièrement. Donc, il est fait état de proposer 4 407 € en créance éteinte, qui correspond donc à un effacement de dette qui a été fait par la Banque de France dans le cadre d'un dispositif ou deux dispositifs de surendettement. Bien, des interventions. Donc, des oppositions, abstention, unanimité, merci. Donc, numéro 4, Sylvie César-Brunet, décision modificative, budget principal, exercice 2018. Donc, c'est la première décision modificative. C'est une petite décision modificative qui donc s'exprime en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il y a donc 5 537 € qui correspondent donc à des dépenses, des opérations d'ordre, alors on est bien d'accord, hein, qui sont liées à l'amortissement et à l'attribution de compensation. Donc il faut bien qu'on la compense, il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Et ensuite, la section d'investissement correspond donc à des inscriptions qui ont été faites sur différents chapitres que l'on doit là aussi équilibrer en recettes. Merci. Des remarques? Bon, donc nous passons au vote. Des oppositions? Opposition, abstention, le reste pour. Délibération numéro 5, autorisation de liquider mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2019. Toujours Madame Sylvie César-Brunet. Alors là, nous arrivons donc à une période du calendrier budgétaire qui nous oblige à accompagner les services, on va le voir, et ensuite les différentes associations à continuer à travailler. Et pour cela, donc, nous avons la possibilité de définir une part que nous devons déjà autoriser avant le vote du budget 2019. Vous envoyez la liste, hors APCP bien sûr, et les APCP doivent rester strictement avec les montants qui sont prévus, et c'est pour cela que nous avions donc fait une révision juste avant. Merci. Des interventions? Bien, donc nous passons au vote qui s'oppose à cette délibération. Merci. Qui s'abstient? Le reste pour. Délibération numéro 6, avance sur subventions et participations 2019 pour certaines associations et établissements publics. Madame Sylvie César-Brunet. Alors, délibération que j'avais un petit peu anticipée avec la précédente. Donc, vous avez donc la liste des actions sociales pour laquelle nous proposons donc de verser une avance qui correspond à 25% de la subvention totale. Des interventions? Opposition? Abstention? Unanimité. Numéro 7. Aide d'urgence pour les communes sinistrées de l'Aude. Madame Sylvie César-Brunet. Nous avons donc tous eu connaissance de la violence des inondations qui ont secoué donc le département de l'Aude et nous nous associons comme un certain nombre d'autres collectivités à l'aide que nous pouvons donc apporter. Nous le faisons donc à hauteur de 1 000 € pour la ville de Blanquefort. Des interventions? Des oppositions? Abstention? Unanimité. Numéro 8, subvention à l'association ACAP Cœur de Ville, opération animation des rues pour les fêtes de Noël 2018. Monsieur Francis Jauvert. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il s'agit d'une délibération tout à fait traditionnelle, surtout en cette fin d'année. Là, il s'agit d'accorder une subvention de 3 500 € pour permettre à la CAB, l'association donc des commerçants de Blanquefort, d'organiser toutes les manifestations habituelles, c'est-à-dire déambulation Père Noël, artistes qui vont circuler dans les rues,
Et puis, cette année, je crois qu'il y a une petite nouveauté, puisqu'il y aura des lots à gagner. Et personnellement, moi, j'étais très sensible à un élément au premier prix, qui sera un vélo électrique. Bon, ceci dit, ça peut peut-être intéresser et favoriser beaucoup plus de clientèle. Merci, Monsieur Jauvert. Des remarques, des demandes d'intervention, Madame Duraud. Oui, bonjour mes chers collègues. Non, simplement je tiens à souligner l'effort de la mairie, puisque les subventions sur les années précédentes étaient de 2 000 € et là, c'est augmenté de 1 500, donc de 75% de plus. Donc c'est bien pour les commerçants. Merci. D'autres demandes d'intervention? Donc, des votes contre, des abstentions, unanimité. Délibération numéro 9, subvention aux associations sportives dans le cadre des dispositifs Chaque Sport et Ticket Relais Club, exercice 2018. Madame Isabelle Maillet. Oui, bonsoir. Donc c'est une délibération que vous avez l'habitude de voir tous les ans. Donc vous le savez, la ville soutient bien sûr les associations sportives en attribuant des subventions. Et elle aussi, elle met en pratique 2 dispositifs qui permettent de favoriser l'accessibilité des jeunes à ces associations sportives. Donc le premier dispositif, c'est le chèque sport, qui est destiné aux jeunes blanquefortais détenteurs de la carte des services municipaux, donc qui permet de leur faire bénéficier d'une reprise sur le prix total de la cotisation acquittée auprès des associations. Et le second dispositif, c'est le ticket Relais Club, qui facilite le passage des enfants ayant fréquenté par contre le dispositif multisport de la commune vers les associations sportives. Donc le coût total cette année est environ de 16 000 €. Vous avez en pièce jointe toutes les associations concernées par ces dispositifs. Donc il vous est proposé de les attribuer aux associations sportives. Merci Madame Maillet. Des demandes d'intervention, des votes contre, des abstentions, unanimité. Fixation des tarifs 2019 du cinéma Les Colonnes. Monsieur Michel Brett. Alors, comme l'an dernier, nous avons obligation de passer en conseil municipal les tarifs du cinéma des Colonnes. Donc en accord avec le délégataire OCF, organisation Cédric Favard, les tarifs ne vont pas bouger pour l'année 2019. Donc vous avez en pièce jointe le détail de cette tarification sur les tarifs réduits et toutes les animations qui sont proposées par le cinéma. Pour faire suite à la question qui m'a été posée en commission réunie sur les chiffres de fréquentation du cinéma que je n'avais pas lors de cette commission réunie, donc je les ai obtenus du délégataire. Donc les chiffres sont très très bons. On a dépassé aujourd'hui la barre des 30 000 spectateurs et on espère à la fin de l'année, en fin décembre, arriver à 33 000 spectateurs, ce qui ferait 5 000 spectateurs de plus que l'année passée. Donc on est à plus de 21% d'augmentation sur l'année précédente. Donc c'est plutôt une bonne chose, et d'autant plus que le contexte national est plutôt défavorable à la fréquentation du cinéma. On a une baisse nationale de fréquentation de moins 5%. Voilà, donc c'était juste pour repréciser ces chiffres-là. Et puis féliciter aussi le cinéma pour toutes les animations scolaires qui sont réalisées avec l'ensemble des écoles de Blanquefort. Donc il y a un gros travail qui est fait. Un gros travail qui est fait également en lien avec les associations de Blanquefort. Je pense notamment à dimanche prochain, il y aura le ciné brunch qui marche plutôt bien aux Colonnes à partir de 11h. Voilà. Et puis juste aussi, pour détailler, après j'arrête là, il y a une nouvelle brochure qui a été réalisée par le cinéma qui est beaucoup plus claire, où on a l'ensemble des informations sur 3 semaines à venir de la programmation du cinéma. Merci Monsieur Brett. Madame Gauthier.
Oui, bonsoir. Ça serait plutôt un souhait ou une requête. Lors de la semaine bleue, donc, il y a eu une séance spéciale senior. Est-ce qu'il serait possible d'appliquer un tarif plus que préférentiel pour nos seniors lors de cette séance? Parce qu'il me semble que le coût était le coût d'un film normal. Peut-être envisager un coût beaucoup plus réduit. Merci. Madame Guyonneau. Alors, on avait interrogé les personnes intéressées qui trouvaient que déjà les tarifs étaient quand même particulièrement réduits pour les seniors, dont je fais partie, donc j'en bénéficie aussi. Merci. Mais c'est une chose que, voilà, s'il y avait eu des demandes, on les aurait aussi étudiées au cas par cas, ça n'a pas été le cas. Voilà. Et ça n'a pas empêché effectivement la salle d'être pleine et le film d'avoir un beau succès aussi. Donc je pense qu'on continuera. Il y a eu d'autres séances aussi qui ont été faites à l'égard des seniors. Et c'est vrai que le cinéma a retrouvé aussi une fréquentation de nos aînés intéressante. Merci Madame Guyonneau. D'autres, Madame Duraud. Oui, mais justement, on en revient donc au tarif. Le tarif pratiqué par le cinéma de Blanquefort est déjà très avantageux, parce que si on regarde par rapport au tarif du Pian, hein, c'est-à-dire le cinéma le plus près, où on est à 9,90 € pour un tarif plein au Pian et à 7,50 € pour un tarif plein sur Blanquefort. Je vais pas tout donner. Et pour les personnes âgées, pour les retraités, les seniors, non, je fais partie. C'est 5,80 € au lieu de 7,90 €, voilà. Et alors, ce qui est vraiment très avantageux, où on voit vraiment une grande différence, c'est l'abonnement. L'abonnement pour 10 places est de 53 € contre 66 € au Pian. Donc voilà, c'est quand même un tarif très avantageux, sans compter le tarif pour les personnes au RSA à 4 €, voilà. Donc c'est une bonne politique pour amener les personnes au cinéma. Bien, merci Madame Duraud. D'autres demandes? Jacques Pady. Oui, pour répondre à Nathalie, au lieu de diminuer les prix du cinéma, je propose que, en ce lieu bien sûr, mais on augmente les retraites. Merci. Merci Monsieur Pady pour cette remarque, dont beaucoup pourraient bénéficier ici. Monsieur Sibra. Oui, mais Monsieur Pady, dernière nouvelle, la commune n'a pas la possibilité d'augmenter les retraites, alors qu'il y a peut-être une possibilité d'avoir la main sur les tarifs du cinéma ce jour-là. Voilà. Oui, bien sûr, mon général. Bien, si les échanges sont terminés, on peut passer au vote. Des votes contre, des abstentions, unanimité. Merci. Redevance d'occupation du domaine public de la ville de Blanquefort. Madame Sylvie César. Donc tous les ans, nous mettons à jour donc, le tableau des redevances d'occupation du domaine public. Vous verrez qu'il n'y a pratiquement pas de changement, une petite modification qui a été faite sur les droits de place du marché. Mais autrement, donc, les montants restent constants. Des remarques sur ces tarifs? Bien, donc des votes contre, abstention. Pardon, Monsieur Jauvert. Enfin, je voulais simplement expliquer un peu pourquoi il y avait une modification en ce qui concerne les redevances concernant le marché de plein air. En fait, on était parti d'un constat, c'est qu'il y avait pas mal de commerçants qui étaient devenus des habitués et qui n'étaient pas forcément abonnés. Donc, nous avons essayé de créer un régime, je dirais une tarification d'abonnés qui soit intéressante pour eux et de manière à ce qu'on puisse... L'arsène était là, non? De manière à faciliter, disons, les abonnements et en même temps les fidéliser. D'autres demandes d'intervention? Donc des votes contre, abstention, unanimité. Merci. Groupement de commandes ville et CCAS de Blanquefort, attribution des marchés d'assurance. Sylvie César-Brunet.
Donc 5 lots étaient donc proposés: assurance responsabilité risque, les voitures, la protection juridique, la protection fonctionnelle des agents et des élus et l'assurance risque statutaire. Donc le CCAS n'ayant pas de patrimoine automobile, n'est pas concerné par le lot 2. Nous avons donc fait donc une proposition de marché groupant donc les deux entités. Vous trouverez donc les attributaires qui sont donc nommés dans le cadre de la délibération, et nous vous demandons donc d'acter la décision qui a donc été prise par la commission. Des remarques? Pas de remarques, j'essaie de faire le tour complet. Donc vote contre, abstention, unanimité, merci. Délibération numéro 13, création de services communs, archives municipales, avenant numéro 3 à la convention cadre et au contrat d'engagement entre Bordeaux Métropole et la commune de Blanquefort. Nous avions déjà donc envisagé dans cette enceinte la possibilité donc de mutualiser la question des archives municipales. C'est donc maintenant quelque chose dans lequel nous entrons pleinement avec cette convention et ce contrat d'engagement qui vous est donc proposé dans cette délibération. Donc l'agent, nous avons un agent aux archives qui sera donc transféré dès le 1er janvier donc, au service commun des archives, en sachant qu'il va rester un moment encore donc, sur la ville pour préparer tout ce qui doit partir, beaucoup de classements encore à mettre en œuvre, et que l'installation qu'il aura donc après pour nos archives sera de nouveau transitoire. Donc nous allons les garder encore un petit peu avant que le bâtiment définitif soit proposé. Merci. Des demandes d'intervention sur le sujet? Bien, de vote contre, abstention, unanimité. Merci. Délibération 14, transfert de la compétence éclairage public au syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde. Et je rapporte, et je comprends à cet instant que pour être maire, il faut avoir du souffle. Au vu des difficultés de transfert à Bordeaux Métropole, il est proposé que le syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde assure la pleine compétence en matière d'éclairage public, tant au niveau des travaux que de l'entretien. L'organisation interne du syndicat, bureau d'études, technicien, référent communal et ses multiples références garantissent un montage sérieux des dossiers ainsi qu'un suivi des opérations sur le terrain. La commune, quant à elle, conserve la totale maîtrise des aspects budgétaires de la programmation des chantiers et du choix du matériel d'éclairage public. Il vous est donc proposé de transférer à compter du 1er janvier 2019 les prérogatives suivantes: maîtrise d'ouvrage des investissements sur les installations d'éclairage public, éclairage des installations sportives et de mise en lumière, maîtrise d'œuvre des travaux d'éclairage public réalisés sous maîtrise d'ouvrage du SDEG, maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public, valorisation des certificats d'économie d'énergie, exploitation et gestion du fonctionnement du réseau d'éclairage, visite mensuelle de surveillance nocturne des points lumineux, installation, raccordement et dépose des illuminations de fin d'année. Il autorise Madame le maire à signer tous les documents relatifs à ce transfert. Des questions? Bien. Des votes contre, abstention, unanimité, merci. Numéro 15, avenant numéro 2 à la convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'un espace de restauration au sein du parc de Majolan. Madame Sylvie César-Brunet. Donc cela concerne donc la Maison des Jardiniers, qui est donc un restaurant que tout le monde connaît bien sûr sur le parc de Majolan. Il y a donc une convention qui avait été signée pour 6 années. Cette convention, il y a eu un premier avenant que nous avions déjà vu en conseil municipal, et donc la SRL qui gère donc cet espace de restauration nous a donc indiqué qu'il voulait donc proroger de 7 mois la durée initiale du contrat d'occupation, expliquant qu'il en avait besoin pour pouvoir donc présenter un bilan à des échéances qui lui conviennent plus et avoir une plus grande lisibilité. Donc nous avons accepté cette augmentation de durée initiale de convention et nous statuerons à échéance sur la reconduction ou pas de cette convention.
Nous n'avons, enfin, pour peut-être répondre à une question qui serait posée et qui a déjà été posée en commission réunie, il n'y a ni information négative ou positive concernant cette reconduction. Donc, comme on dit très souvent, quand on ne parle pas, il n'y a pas obligatoirement quelque chose à en dire. Malgré tout, est-ce que quelqu'un demande la parole? Bien. Oui, monsieur. Ah, pardon. Non. Vous voulez simplement boire. Vote contre. Abstention. Unanimité. Merci. Numéro 16. Installation d'un système de vidéo-élucidation sur la commune de Blanquefort. Madame Virginie Jouve. Bien, bonsoir. Donc, dans le cadre de la politique de prévention de délinquance et aussi dans le cadre de notre partenariat, on va dire, quotidien avec la brigade de gendarmerie de Blanquefort, il vous est proposé ce soir d'acter le principe d'un outil supplémentaire qui va être la vidéo-élucidation en 3 points du territoire. Alors les 3 points, ça sort pas de nulle part, ça sort d'un rapport du groupement départemental de la gendarmerie qui a fait une étude et ça correspond donc aux besoins de la gendarmerie. Ces 3 points sont le rond-point des pots de fleurs, donc le rond-point au niveau des lycées, le rond-point du Lidl et la gare. Voilà. Ces 3 points qui ont été identifiés par les gendarmes comme pouvant apporter beaucoup d'informations et les aider dans la résolution des enquêtes. Pour installer le système, c'est conditionné à une autorisation préfectorale avec un dépôt de dossier et une validation de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance. L'exploitation de celui-ci s'inscrit dans le cadre des dispositions de la charte éthique. C'est pourquoi ce soir, je vous demande de valider à la fois le principe d'installation, mais aussi la charte éthique de la vidéo-élucidation qui est proposée en annexe de la délibération. Des demandes d'intervention. Monsieur Sibrac. Monsieur Laborde, mes chers collègues, bonsoir. Alors, sur cette délibération, je voudrais apporter votre attention sur ce point. D'abord, ça nous a permis d'avoir connaissance du rapport de gendarmerie qui avait été fait en 2012, puisqu'il y avait eu une demande d'étude de mise en place d'une vidéo sécurité à l'époque. Ce rapport fait ressortir 3 points que je pense qu'il faut préciser. Tout d'abord, à l'époque, déjà en 2012, le classement très négatif de la ville de Blanquefort en matière de délinquance. Deuxièmement, le rapport indiquait également que la commune de Blanquefort ne semblait pas afficher un parti très favorable à la vidéoprotection. Et enfin, que le jury citoyen qui avait travaillé sur ce sujet avait exprimé un avis favorable pour la mise en place d'un tel système. Donc en 2018, aujourd'hui, 6 ans plus tard, nous constatons opposition, que rien n'a été fait depuis dans ce sens-là et que les projets de vidéosécurité de l'époque sont restés dans les cartons. Et nous le déplorons. Alors évidemment, comme nous l'avions exprimé à Madame le maire au mois de juin quand elle avait annoncé son projet de vidéo-élucidation, nous allons voter pour, puisque ça va quand même dans le sens positif et que ce sont des premiers signes de la prise de conscience de votre groupe de la situation et du fait que vraisemblablement vous convenez qu'il faut renforcer et mettre des moyens pour la sécurité à la hauteur de la situation. Je rajouterai également que ce rapport nous a permis de voir les chiffres de 2016 et 2017 qui, suite à l'arrivée du tramway, qui, nous le redisons, est extrêmement favorable à bien des égards, mais a déclenché et a fait, dans l'année qui a suivi, des statistiques extrêmement préoccupantes, malgré ce que nous indiquait Madame Jouve la semaine dernière. Alors, je citerai pas 50 chiffres, mais on peut citer atteinte à l'intégrité physique, plus 55%, cambriolage, habitation principale, plus 95%, destruction et dégradation, plus 47%. Donc, il est clair que ces chiffres ont certainement fait en sorte et vous ont amené à prendre un petit peu ce problème de la sécurité et de la tranquillité
à bras-le-corps. La deuxième chose que je voudrais indiquer, que nous souhaitons indiquer, c'est que c'est bien de vouloir mettre en place un système, mais qu'est-ce que l'on recherche exactement ? Il nous semble, nous, que ce système de vidéo-élucidation que vous revendiquez, et nous respectons le fait que vous revendiquez ça, n'est pas un système de sécurité, ne répond pas forcément à la problématique qui est la sécurité des Blanquefortais d'une part, mais également des biens de la commune. Or, l'installation que vous nous proposez de la vidéo-élucidation, qui est, semble toute, peut-être nécessaire, mais il a surtout pour vocation, et vous le dites bien, et c'est écrit dans le rapport, de contrôler le trafic automobile. Il a pour vocation également d'aider plus largement et de participer plus largement à l'élucidation de méfaits qui sont au-delà de la commune de Blanquefort. Je voudrais, de ce point de vue-là, indiquer que l'investissement va être payé par la ville de Blanquefort, et on comprend que ça va servir plus largement à d'autres communes. Il faut peut-être s'interroger sur l'éventualité de voir la participation d'autres communes, pourquoi pas. De notre point de vue, ce système, il vaut mieux qu'il y en ait un qu'il n'y en ait pas, mais on est loin du compte pour avoir et répondre notamment à tout ce qu'il y a pu avoir comme problème de sécurité. La vidéo-élucidation que vous mettrez en place n'empêchera pas l'incendie qui avait été fait, l'incendie criminel qui avait été fait de cette salle. La vidéo-élucidation que vous mettrez en place ne permettra pas d'empêcher ou d'élucider le vol du gazon synthétique de l'école de Cachac. La vidéo-élucidation que vous mettez n'empêchera pas de taguer le Crédit Agricole qui a été tagué, je crois, hier ou avant-hier. La vidéo-élucidation ne permettra pas d'élucider ou d'anticiper, de faire la prévention sur l'attaque à main armée du tabac. Voilà des exemples précis. Donc, pourquoi pas la vidéo-élucidation, mais de notre point de vue, on est loin du compte. Voilà ce que je voulais exprimer ce soir sur ce sujet. Donc nous voterons pour, mais nous pensons qu'on est loin du compte et que l'objectif n'est vraiment pas... Et on n'aura pas des résultats de notre point de vue, et nous demandons qu'il y ait d'ici un an à partir du moment où il sera installé, qu'il y ait un véritable résultat et des statistiques qui nous permettent de voir si je m'étais trompé ou si vous aviez, avec ce système, mis en place tout ce qui permettait de réduire l'insécurité sur Blanquefort. Je vous remercie. Madame Jouve. Alors, plusieurs points. Sur les chiffres, moi j'aime bien quand on dit 95%, quand on est passé de 1 à 2 faits, ce qui ne signifie pas grand-chose. Je répète les chiffres qui me sont communiqués par le chef d'escadron de la gendarmerie départementale, donc validés par le préfet. Je répète que ça fait 2 années de suite que la délinquance baisse. Maintenant, si vous contestez les chiffres de la préfecture, écrivez au préfet. Deuxièmement, oui, le tram a emmené effectivement de la délinquance effectivement un peu nouvelle. Toutefois, il ne fait pas augmenter le chiffre de la délinquance générale. Après, il ne s'agit pas d'être angélique, la délinquance zéro n'existe pas. Sur l'élucidation, oui, c'est une question de sémantique, et moi je tiens à la sémantique. Je suis désolée, la vidéoprotection, le mot protection, dans la ville où il y a le plus de caméras en France, qui s'appelle Nice, est-ce que le 14 juillet 2016, on a pu parler de protection? Excusez-moi. Oui, je choisis les mots et la sémantique, et je parle d'élucidation. Et oui, on pourrait peut-être repérer le braqueur du tabac de l'église. Oui, on pourrait peut-être le repérer parce que des caméras sur un rond-point, ça prend en compte les passages. Les caméras à la gare, ça va prendre en compte les passages. Donc, excusez-moi, mais tout ça, les gendarmes en ont besoin. C'est eux qui nous ont fait part de leurs besoins. Je pense qu'ils le connaissent mieux que quiconque. Un gendarme, pour résoudre une enquête, il n'y a pas mieux, c'est quand même eux qui nous ont demandé et qui ont été voir les emplacements. Donc quand on dit élucidation, oui, si la personne a fui en véhicule ou autre, on est sur des axes passants de Blanquefort au niveau des 2 ronds-points et un axe très passant au niveau de la gare. Entre parenthèses, sur les ronds-points, ça va être essentiellement de repérer les plaques d'immatriculation et les passages. À la gare, c'est plus large. C'est les piétons, en complément des caméras de Keolis, qui vont être aussi filmés. Voilà, donc oui, j'attache de l'importance à la sémantique vidéo-élucidation. Je ne veux pas faire croire
au mot protection absolue, délinquance zéro avec une vidéoprotection, puisque la délinquance zéro, ça n'existe pas. Encore une fois, on offre un outil supplémentaire aussi aux citoyens. Alors oui, le labo citoyen, sur le précédent mandat, avait émis un avis favorable, mais avec des conditions. Ces conditions n'étaient pas possibles à l'époque, puisque il fallait que les caméras, les écrans de projection, de transmission des bandes devaient être à la gendarmerie. Et oui, j'avoue, on est revenu là, on a réétudié la situation parce que la situation n'est plus la même et on a connu ce qu'on a connu en France. Et de fait, on est revenu sur cet avis du labo citoyen qu'on avait respecté dans un premier temps, puisque le local sécurisé sera effectivement dans les locaux de la ville. Mais voilà, on avait tenu compte aussi, c'était un avis favorable avec des oui mais. À l'époque, on avait tenu compte des oui mais. Aujourd'hui, en 2018, on est dans une autre situation. On a tout réexaminé. Vous dites avoir vu le rapport de mai 2012. Moi, je vis en 2018, donc j'ai bien lu le rapport de mai 2018. Voilà. D'autres, Monsieur Sibrac? Alors, plusieurs choses. Madame Jouve, si le tableau dont vous parlez est celui-ci, moi, je suis désolé, mais je lis. Alors, on ne va pas s'embêter avec les chiffres, mais 2016, cambriolage de locaux d'habitation principale, 47, 2017, 92, variation, plus 45, évolution en pourcentage, plus 95%. Ce document, il est bon, il n'est pas bon, enfin, c'est vous qui nous l'avez communiqué, donc je ne raconte rien du tout. Et j'ai fait en sorte, Madame Jouve, parce que je m'attendais à ce genre d'arguments, et vous avez raison, si on regarde des stats avec des chiffres qui sont de 1 à 2 ou de 0 à 2, mais là on parle de 45 à 92, vous conviendrez que ça commence à être significatif. Bon. Deuxièmement, Madame Jouve, sur la sémantique, à Nice, il n'y a pas eu ces horreurs parce que ça s'appelait de la vidéosécurité. Il y a eu des horreurs parce que c'est horrible et que c'est pas le prêtre que ce soit la sémantique sécurité que c'est arrivé. Donc bon, je pense que là, on est hors propos et puis ça ne fera pas avancer le débat. La question, c'est de savoir, vous parlez de la gare, parlons-en de la gare. Les vidéos de Keolis, est-ce qu'ils vont avoir une vocation de sécurisation? Je ne pense pas. S'il y en avait, et s'ils étaient efficaces de ce point de vue-là, il n'y aurait pas eu... Pardon? Elles ont déjà été utilisées par rapport à un problème de riverains qui ont eu des jets de pierres de balastre dans leur jardin. Elles ont déjà été saisies par les gendarmes et observées. Là, je vous parle de caméras complémentaires. Oui, alors... Quid, Madame Jouve? Excusez-moi, mais on ne peut pas échanger comme ça. Madame Jouve m'a coupé la parole. Vous avez la parole. Parler. Vous avez la parole. Donc je vais terminer mes propos et je ne laisserai pas Madame Jouve. Mais vous avez la parole. Merci et après, beaucoup, Monsieur Laborde. le tour. Concernant cette vidéo à la gare, si elle était aussi efficace que cela, le local à vélo n'aurait peut-être pas pris feu. Est-ce que le système de vidéo-élucidation que vous allez mettre en place permettrait d'anticiper ce genre de choses? Deuxièmement, je crois bien savoir que les problèmes justement de cailloux qui ont été jetés depuis la voie ferrée n'ont pas été élucidés, ou les gens qui ont été interpellés n'ont pas été grâce à la vidéo de Keolis, mais grâce à de la surveillance humaine. Mais enfin bon, voilà ce que je voulais vous dire. Et ensuite, j'ai pas la prétention, et je pense pas que la vidéo qui serait installée à d'autres endroits permettrait d'éradiquer les choses. Je pense que la vidéo-élucidation que vous allez mettre en place fait le jeu de la gendarmerie, et c'est très bien, mais qu'il n'a pas pour vocation d'endiguer des problèmes qui sont en centre-ville, etc., puisqu'il n'y aura pas de caméra. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Blanc. Oui, juste pour revenir à ce débat, le rapport qu'on vous a remis devait être confidentiel. Le rapport précise bien qu'on ne doit dévoiler aucun chiffre. Or, c'est fait. Non, c'est fait, je continue, M. Sibrac. Alors, vous critiquez la vidéolucidation, vous critiquez tout un tas de choses. Vous faites partie du conseil municipal. Faites une étude de ce qui sera à 100% efficace, selon vous, avec un chiffrage en coût, et d'investissement et de fonctionnement. Et après, on pourra en discuter.
Oui, monsieur Sibrac. Merci, monsieur Laborde. Monsieur Blanc, j'admets et je veux bien comprendre que ça ne vous amusait pas forcément de nous communiquer ce rapport. Bon, pour autant, est-ce que vous croyez que dire 3 chiffres comme ceci, c'est divulguer des secrets d'État? Il me semble que M. Paddy, en commission réunie, en faisant allusion à cette question, ne se souvenait pas, en étant en charge à l'époque de la sécurité, que ce genre de document était secret d'État. Il l'a même dit ouvertement. Je parle sous contrôle, M. Paddy. Est-ce que vous n'avez pas exprimé ces choses-là? Bon. M. Paddy, vous voulez attendre un peu pour répondre? Merci. Deuxième chose, M. Blanc, nous sommes dans le conseil municipal, moi-même et mes collègues et moi-même, pardon, et pour autant, nous sommes dans l'opposition. Il me semble que, par rapport à tout ce que je viens de dire, il y avait quelques pistes, mais je n'ai pas l'intention de financer, à titre personnel, ou notre groupe n'a pas les moyens de financer une étude, et donc nous avons apporté des suggestions, des choses assez étayées. Vous les partagez pas, mais ce n'est pas à nous aujourd'hui de vous faire une étude personnalisée. Je vous ai indiqué ce que nous aurions fait. Voilà. Et je n'ai pas dit que ce n'était pas bien la vidéoélucidation. Ne déformez pas nos propos. C'est déjà pas mal, mais ça ne suffira pas. Voilà ce qui a été dit. Monsieur Paddy, puisque vous avez été interpellé. Oui, non, simplement, les chiffres, effectivement, pour moi, n'étaient pas secrets, puisque jusqu'à un passé récent, le commandant de brigade, il venait exposer, effectivement, ici, au sein de ce conseil, les derniers chiffres sur l'année de la délinquance. Voilà. Donc, oui, bon, ça a peut-être changé, mais alors il faut monter au niveau du préfet, là, je sais pas, ou de l'État. Hein. Non, j'avais dit que c'est même pas de secret d'État, c'était un secret autant que j'avais dit de façon de boutade, donc ça me semblait pas, effectivement, bon, ben écoutez, je ne sais pas qui a décidé de ne plus divulguer ces chiffres, mais bon. Madame Jouve, prenez le micro. Ouais, les chiffres ne sont plus divulgables depuis mai 2017. Donc c'est, entre guillemets, un changement de gouvernement où les consignes préfectorales ont été changées, ils ne sont plus divulgables. Après, sur les chiffres que vous avez évoqués, oui, 2016, il y avait eu une vague de cambriolage sur les particuliers. Après, moi, je maintiens le chiffre qui m'est communiqué quand même par le commandant de brigade, le chef d'escadron et le colonel. Quand même, les chiffres sont validés par tout le monde avant de m'être donnés. Nous sommes, pour la 2e année, en baisse consécutive de délinquance. La seule chose que j'ai à dire en tant qu'élu à la sécurité, je suis très contente pour les gendarmes que demain, ils aient un outil supplémentaire au niveau de l'élucidation. Et je pense qu'on prend une très très bonne décision. Donc je suis ravie que vous la votiez ce soir. Madame Duro. Bon, je prends la parole à propos de la sécurité. C'est vrai que je ne sais pas trop comment aborder ce sujet. Alors, je vais parler des caméras élucidation ou protection, enfin tout ce que vous voulez, peu importe le nom pour moi. C'est bien que ça existe. Voilà, je pense qu'effectivement, ça peut aider à la gendarmerie d'élucider certains méfaits qui sont commis sur le territoire de Blanquefort et périmètre. Je rappelle quand même quelque chose, on a oublié de le dire, c'est que nous avons quasiment le plus gros poste de gendarmerie, non seulement de la Gironde, mais même au-delà. Hein. Je ne veux pas me tromper, mais si j'ai bien regardé mes informations, même de France. Donc je pense qu'on peut essayer, avec plus de 30 gendarmes, on peut peut-être essayer de leur faire confiance sur ce sujet. En ce qui concerne, oui, effectivement, à Blanquefort, il y a de la délinquance. Bon, on m'a brisé la vitre de ma voiture il n'y a pas longtemps, sur le parking du cimetière. Bon, ça ne fait pas plaisir, mais il y a toujours eu de la délinquance à Blanquefort. Néanmoins, j'ai lu aussi le rapport, ça a baissé. Néanmoins, alors, j'aime pas parler de pourcentage, hein. Je suis d'accord avec vous, Madame Jouve, parce que ça veut strictement dire. Je veux juste, bon, ça va peut-être pas réconforter les Blanquefortais, mais je veux juste que nous ne sommes pas en zone prioritaire. Nous ne sommes pas en zone sensible, encore moins en zone ultra sensible. Bon, donc
raison gardée. Donc voilà, c'est Blanquefort encore n'est pas encore, ni Bassins, ni Bacalan, ni certains quartiers de Pessac où il y a quand même une très grande délinquance sur Pessac avec des zones dites sensibles. Moi, je suis pour l'humain. Alors, je suis pour l'humain. Je suis aussi pour qu'on remette quelque part des surveillants dans les écoles et à la sortie des écoles, qu'on remette aussi des concierges, des gardiens dans les immeubles. Partout là où on peut mettre de l'humain, ça sera bien. Une caméra, bon, s'ils veulent péter la vitre, hein, enfin le truc de la caméra, ils le feront. Et puis si c'est pas là, ils le feront ailleurs. De toute façon, c'est des petits malins. Donc pour moi, c'est vraiment de remettre l'humain. Alors, il peut exister aussi, on peut aussi demander aux citoyens. Alors, je ne parle pas de milice ni rien comme ça. On peut demander peut-être aux citoyens de participer. Il existe des associations dans certaines communes. Alors, je vais citer celle de Libourne, Voisicure, voilà, qui a plus de 500 adhérents. C'est une association. Et cette association est en lien avec la préfecture, avec la gendarmerie, avec la mairie, justement pour essayer de voisins vigilants, c'est-à-dire de faire remonter ce qui va pas, et aussi de trouver des solutions ensemble. Je pense que la sécurité, c'est aussi les citoyens d'une commune doivent aussi s'en approprier, mais d'une manière tout à fait légale, hein, tout à fait normée. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire un petit peu au niveau de la sécurité. Alors moi j'ai l'augmentation de la délinquance. Bon, moi j'ai un chiffre. Hein. Il vient pas du rapport. Hein. Il vient d'un site. Disons, data gouvernement. Voilà, donc vous pouvez aller voir. Il y a pas mal d'informations. La ville de Blanquefort, c'est à peu près 7 infractions pour 1000 habitants. Voilà, c'est ce que je donne à peu près comme information qui est tout à fait vérifiable. Voilà ce que je voudrais dire. Mais il faut effectivement prendre ça très au sérieux parce qu'il y a, pour moi le problème, et je vais le dire, la métropole grandit trop vite. Et nous n'avons pas ni les infrastructures, ni les moyens d'absorber tout ce monde. Et ce que je crains, c'est que petit à petit, nous ayons une délinquance de type région parisienne qui vienne chez nous. Et je pense que c'est les communes, mais c'est la métropole, c'est vraiment un travail de concertation et vraiment à prendre en compte. Parce que les mobilités, maintenant, elles sont très fluides. Voilà. Et il va falloir que la métropole, les communes se donnent aussi les moyens de cet afflux de population pour éviter les dérives de certaines grandes villes. Voilà. Mais sinon, je suis tout à fait contente qu'on ait ces caméras. Ah, l'élucidation des méfaits sur la commune est un peu plus de 30%. Voilà. Blanc. Et après ce brillant exposé, je ne sais pas quoi dire de plus. Vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds. Juste quand même une petite satisfaction, c'est que je m'aperçois encore une fois que cette délibération va être votée à l'unanimité. Donc c'est déjà bien. Et on fera le bilan dans un an. Et moi, je ne suis pas capable à l'heure actuelle de dire si ces 3 caméras seront efficaces ou pas. Voilà. Oui, mais est-ce que vous pouvez en rester sur le thème de la délib, c'est-à-dire il y a 2 propositions et là on est allé sur un débat de politique beaucoup plus général. Mais monsieur Laborde, on est à la délibération numéro 16, il me semble que toutes les délibérations premières ont été assez vite votées, c'est un sujet qui, pour ce qui nous concerne, nous tient à cœur, nous permettons de nous exprimer. Et il ne me semble pas être hors sujet, en parlant de la vidéosécurité ou l'élucidation ou de la sécurité sur Blanquefort. Madame Duraud a exposé de façon brillante, comme le dit Monsieur Blanc, son point de vue sur la sécurité, et elle n'était pas hors jeu. Donc moi, ce que je voudrais préciser en 2 mots, c'est Madame Jouve, la sécurité, si elle a baissé en 2018, c'est par rapport à 2017, mais elle a baissé très très légèrement. Donc
Entre 2016 et 2017, elle a augmenté de 45 ou 50, et en 2017-2018, elle a peut-être baissé de 1%. Mais on est arrivé à un niveau de délinquance et d'insécurité qui n'est sans commune mesure avec avant 2016. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure le débat. Je vous remercie. Merci, Monsieur Laborde, de m'avoir accordé ce moment supplémentaire. Nous allons donc passer au vote. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas de vote contre, il n'y a pas d'abstention, donc unanimité. Oui, bonsoir chers collègues. La Ligue de l'enseignement est un mouvement d'éducation populaire, comme vous le savez, qui développe des actions et des compétences multiples à la fois sur la culture, le sport et la formation, le séjour d'accueil. Et à ce titre, la Ligue des Pyrénées-Atlantiques, qui dispose de structures de loisirs et de vacances destinées à l'accueil de groupes, dans ce cadre-là, un séjour pourrait être proposé par la commune de Blanquefort pour une période allant du 25 février au 1er mars pour accueillir une cinquantaine d'enfants de 6 à 11 ans. Et donc cette structure qui est basée à Gourette, en plein centre de la station, le centre Le Gardet, permettrait donc de pouvoir animer avec ce groupe toute une animation autour de la montagne, l'environnement, les activités de glisse, etc. Donc l'accueil et la mise à disposition des hébergements nécessitent une adhésion à la ville, par la ville, auprès de la Ligue de 64. Le montant de la cotisation de l'adhésion est de 15 €. Donc voilà, il vous est demandé, mesdames, messieurs, d'autoriser l'adhésion de l'association définie et le versement de la cotisation annuelle. Des remarques, des questions? On passe au vote. Vote contre, abstention, unanimité. Merci. Délibération suivante, convention de partenariat avec l'association Bandagos et l'ITEP de Bréant. Monsieur Jean-Claude Marceau. Oui, le service enfance souhaite s'associer pour une deuxième année consécutive aux côtés de l'ITEP de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Bréant dans le cadre du projet Rêve Gosse porté par l'association Bandagos et les Chevaliers du Ciel. Cette action nationale vise à travers un fil rouge pédagogique à conduire des enfants ordinaires et des enfants extraordinaires à partager un projet commun composé de temps d'animation et de sorties à thème. Cette démarche aide à changer le regard sur le handicap, travaille sur l'acceptation de la différence, le décloisonnement des espaces, des temps de l'enfant et entre enfants. Localement, ce dispositif développe les objectifs du projet éducatif de la ville, participe à concrétiser nos partenariats avec d'autres acteurs de l'éducation et favorise la rencontre et la mixité des publics. Ainsi, au cours de l'année 2017-2018, les enfants des deux structures Écodôme et l'ITEP de Bréant ont participé à divers projets sur plusieurs mois. Et en fin d'année 2018, la finalité fut la journée au niveau de la Gironde avec Rêve de Gosse, durant laquelle un baptême de l'air a été offert à tous les enfants. 2018-2019, le projet s'intitule « Partageons nos différences » avec nos thématiques l'environnement, la nature et le sport nature. Il concernerait 5 enfants de 10 à 11 ans de l'ITEP de Bréant, de 8 enfants de CM2 de l'Écodôme qui participeront à une dizaine de rencontres de novembre 2018 à juin 2019. Ces rencontres se composeront d'ateliers de création et surtout d'activités éducatives. Et l'action se clôturera cette année par une journée autour du sport nature. Afin de pouvoir mettre en œuvre ce projet dans sa globalité, vous êtes demandé, mesdames, messieurs, d'autoriser madame le maire à signer la convention. Merci, monsieur Marceau. Des remarques sur cette délibération? Donc, des votes contre, abstention, unanimité. Merci. Et puis, j'ai bien compris que je devais rendre mon tablier. Mais quel beau tablier. Merci monsieur Laborde. Bonsoir à tous et à tous. Désolé de mon retard, je vous avais prévenu, le calendrier s'est un petit peu accéléré, mais je vous propose peut-être qu'on en parle en fin de conseil. Il y a un ordre du jour, on va respecter l'ordre du jour, et puis je vous dirai ce que j'ai entendu ce soir. Nous en sommes donc, si je suis bien à la délibération numéro 19, monsieur Bray, nous renouvelons notre convention de partenariat avec l'ABC. Voilà.
vous avez tout dit. Cette convention arrive à terme le 31 décembre prochain. Donc en lien avec l'ABC, on a regardé la convention, on renouvelle cette convention pour une durée de 3 ans. Et dans le document que vous avez 6 juin, vous avez les engagements réciproques et de la ville et de l'ABC. Donc les engagements de l'ABC, c'est autour des 3 missions que vous connaissez, confiées à l'ABC depuis la création de l'ABC, à savoir la première mission autour de l'animation de la vie associative blanquefortaise, avec un certain nombre de moyens qui sont alloués à l'ABC. La deuxième mission concerne l'animation de l'action jeunesse, avec également des points qui sont détaillés dans la Convention. Et la dernière mission est autour de la pratique, du développement et des activités de pratique artistique amateur. Voilà. Donc on souhaite renouveler cette Convention pour une durée de 3 ans. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce sujet? Pas particulièrement. Je peux la mettre aux voix. Non-participation, abstention. Vote contre. Vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Délibération suivante. Je repasse la parole à Monsieur Marceau. On renouvelle là aussi une convention de partenariat avec l'association Nuages Bleus avec laquelle nous travaillons depuis longtemps. Dans le cadre donc de la politique d'accueil des jeunes enfants développée par la ville de Blanquefort, les structures municipales s'attachent à recevoir chaque famille dans les meilleures conditions. Certains enfants, toutefois, se trouvent dans l'impossibilité d'intégrer une structure traditionnelle d'accueil du fait d'un handicap lourd ou de difficultés importantes d'adaptation et de relations. Afin de répondre au mieux aux besoins de ces familles, la ville de Blanquefort a noué depuis plusieurs années ce partenariat avec la halte garderie Nuages Bleus. Cet établissement accueille des enfants de 3 mois à 6 ans et elle peut être assimilée à un lieu de soins. Elle ne peut être assimilée à un lieu de soins. Cette halte garderie propose toutefois une prise en charge thérapeutique appropriée à travers d'activités de petits groupes. Donc la participation forfaitaire d'un montant de 1 250 €. Et donc, il est nécessaire de signer une convention qui détermine les conditions de ce partenariat et fixe tous les ans le montant de ces participations. Ils vous ont donc proposé, mesdames, messieurs, d'autoriser madame le maire à renouveler la convention de partenariat entre la commune et l'association Nuages Bleus, à compter du 1er janvier 2019 pour 1 an. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pas particulièrement. Est-ce que je peux considérer cette délibération comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Alors, puisqu'on a les conventions de partenariat, on renouvelle également celle que nous avions passée avec Keolis l'an dernier. Madame Virginie Jouve. Oui, tout à fait. Vous proposez le renouvellement de la convention entre la police municipale et Keolis pour tout ce qui est échange d'informations et actions conjointes sur le réseau TBM, notamment la lutte contre les incivilités, la lutte contre la consommation excessive d'alcool, toutes les interventions pour circulation, encombrement des voies de bus et tout ce qui est réglementé, les échanges d'informations et toute autre action conjointe, dont une à découvrir au mois de mars à Fontgravé, vous verrez. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Je peux donc mettre cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Alors ça aussi, c'est un renouvellement. C'est un nom un peu barbare parce que ça s'appelle le PIG. Mais ça permet à nombre de nos concitoyens de pouvoir améliorer leur énergie dans leur habitation. Monsieur Patrick Blanc. Comme vous le dites, Madame le maire, vous avez tout dit. Ce programme d'intérêt général arrive à son terme au 3 décembre 2018. Vu la demande des particuliers pour améliorer leur logement, Bordeaux Métropole a décidé de le prolonger pour 6 mois, c'est-à-dire jusqu'en juillet 2019. Pour cela, la ville de Blanquefort a besoin d'ouvrir une enveloppe de 4 000 € pour pouvoir financer tous les projets en cours. Donc il vous est demandé, mesdames et messieurs, de donner un avis favorable à cette prolongation. Merci. Des demandes d'intervention? Pas particulièrement. Est-ce que je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Merci à vous. Délibération suivante. Nous partons sur Tanaïs avec l'idée d'y appliquer un régime forestier avec l'ONF. Monsieur Jean-Marie Deluche. Oui, ça va là, comme ça? Il y a du sabotage là. Ouais, le régime forestier est un ensemble de principes qui visent à
assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine forestier des collectivités territoriales. L'ONF s'est vu confier par la loi cette mission. Nous avons donc pris contact avec l'ONF qui veut bien gérer une partie de nos bois, en particulier le domaine de Tanaïs et la totalité du bois de Tanaïs, plus une petite parcelle à proximité qui se trouve à proximité du chemin de Jolès. Donc on travaille aussi sur le domaine de Thaïs, sur l'élaboration d'un plan de gestion qui est pour 10 ans. Il y en avait un en cours sur les 5 dernières années, qui arrive à échéance et qu'on va renouveler, sur lequel on est en train de travailler. Donc par rapport à l'action que mènera l'ONF sur ces parcelles, ça ne sera pas l'exploitation du bois, parce on garde la gestion du patrimoine, mais c'est dans le prolongement, puisqu'ils gèrent les parcelles du lycée agricole à côté. Tout le domaine forestier du lycée agricole est géré par l'ONF. Ça va leur permettre d'exercer une surveillance sur ce bois, en particulier d'identifier les arbres qui ont, même si on avait du personnel compétent pour le faire, mais il y aura un suivi beaucoup plus régulier pour s'assurer qu'il n'y a pas de bois, puisqu'on a ouvert le Tanaïs au public et on n'aimerait pas qu'il se passe des problèmes sur ce domaine-là. Et en plus, ils ont la possibilité, puisqu'ils sont assermentés, de faire respecter le règlement sur ce bois. Donc on va travailler avec l'ONF pour la mise en œuvre plus précise de cette gestion sous le régime forestier du domaine de Tanaïs, plus une petite parcelle à proximité de la rue de Jolès. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet ? Est-ce que je peux considérer cette délibération comme étant adoptée à l'unanimité ? Je vous remercie. Délibération suivante, je vais passer la parole à Monsieur Patrick Blanc qui va vous proposer d'adhérer à une charte que Bordeaux Métropole a déjà engagée, Bien construire Bordeaux Métropole. Voilà, je vous propose donc d'adhérer à cette charte que vous avez tous bien évidemment lue et appréciée à sa juste valeur. Donc, Madame le maire, je vous demande d'autoriser Madame le maire d'adhérer au principe de cette charte et de promouvoir et de diffuser cette charte auprès de toutes les équipes projets qui travailleront sur Blanquefort. Merci. Merci. Monsieur Vergniaud, je vous écoute. Oui, ça me semble une charte ou une norme de plus qui vient dans le millefeuille du bâtiment. Pourquoi une charte comme ça, alors que autant les maîtres d'ouvrage que les maîtres d'œuvre, que les entreprises, bureaux de contrôle, bureaux d'études, etc., ont des obligations vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs maîtres d'ouvrage. Et ça fait, bon, à mon avis, un double emploi. Et alors, derrière, qu'est-ce qu'il y a pour vérifier que cette charte fonctionne ? Et à la limite, là où je n'ai pas trouvé l'argument, qui paye? Parce que j'ai l'impression qu'on va encore rajouter quelque chose. Monsieur Patrick Blanc. Alors c'est vrai que le millefeuille, dans le bâtiment, on en trouve du millefeuille, ça c'est sûr. Les constructeurs, les promoteurs, les bailleurs s'engagent à bien construire pour que tout le monde vive bien dans le futur logement, dans la future maison ou les futurs bureaux. Malheureusement, ça se voit régulièrement, il y a des malfaçons. Et ces malfaçons sont faites pourquoi ? Pour économiser 3 bouts de chandelle dans la construction. Mais 3 bouts de chandelle mis bout à bout, ça fait une certaine somme. Alors cette charte va servir à quoi ? À surveiller ces constructions. Alors oui, il va y avoir des organismes certificateurs qui vont suivre le chantier du départ à l'arrivée jusqu'à la livraison. Ces organismes certificateurs seront payés par Bordeaux Métropole, seront mandatés et payés par Bordeaux Métropole, ça ne coûtera pas un centime à la commune. Pendant 4 ans après la livraison, les habitants, vous, conseillers municipaux, et tous les, comment on appelle ça, les syndics suivront l'évolution de ces habitations et donneront un avis, une note. Alors, le promoteur en lui-même, celui qui aura construit, ne sera pas pénalisé directement financièrement parce qu'il aura fait des malfaçons. Seulement, tous les ans, en fin d'année, il y aura un rapport, le bon élève, le moyen élève et le mauvais élève. Donc, je suis persuadé qu'un promoteur qui se verra en fin de classe avec un point rouge, comme on dit, parce qu'il a mal construit à droite et à gauche, pourra peut-être, dans les programmes futurs, s'appliquer un peu plus. Voilà. Voilà le but de cette charte.
D'autres demandes d'intervention? Monsieur Vergniaud? Oui, si vous parlez de malfaçons, entre autres, qui ont fait quelques-unes de journaux, ce n'est pas dû aux promoteurs, ni aux maîtres d'ouvrage, ni même parfois directement aux entreprises, quoique, c'est surtout de l'incompétence. Nous avons énormément d'incompétence en ce qui concerne... Alors là, ce n'est pas une question du tout de coût, parce que quand on a parlé notamment des balcons qui sont tombés, c'est tout simplement les ferrailles, elles y étaient, mais pas au bon endroit, tout simplement. Donc il y a un contrôle qui n'est pas fait par les gens qui sont déjà payés pour faire le contrôle, qui s'appellent les bureaux de contrôle, justement, qui sont certifiés. Et au bout, on a des catastrophes. Donc je ne vois pas très bien comment on peut pallier ce genre de choses, sinon une meilleure compétence, peut-être une meilleure formation au départ et de nos opérateurs. Mais la charte, j'y crois pas. Désolé. Monsieur Patrick Blanc? Je pense qu'on n'avait pas compris le but de cette charte. C'est pas de dire, de pallier aux bêtises faites par le constructeur, le bureau de contrôle et tout ça, c'est de faire savoir que ce bureau de contrôle n'est pas compétent, c'est de faire savoir que ce constructeur est incompétent ou, pour ne pas dire le mot, mais un peu magouilleur, c'est le faire savoir. Et la publicité, la mauvaise publicité, en général, a beaucoup d'effets. Voilà. Monsieur Vergniaud, on va faire le ping-pong ce soir. Oui, le problème, c'est que de la contre-publicité, après construction de l'immeuble, et après que les propriétaires en aient pris possession, ça devient très grave parce que ça peut provoquer une grosse dévaluation, non pas du promoteur, du maître d'ouvrage, mais du propriétaire lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Madame Duro. Bon, cette charte que Bordeaux Métropole met en place, bon, j'en ai discuté en commission réunie. Bon, d'abord, c'est un label qui va être donné. Moi, ce qui m'embête, c'est que le label, il est donné avant. Hein, voilà. C'est-à-dire que il y a les constructeurs qui sont là, Bordeaux Métropole, et puis, oui, on va respecter la charte. Bon, du coup, il y a le label, si j'ai bien compris. Pour moi, un label, c'est garant d'une qualité, d'une conformité, mais ça, on peut l'apprécier qu'après. Bon, alors quand c'est du fromage, passe, hein, que c'est du vin, passe, mais quand ce sont des immeubles et puis que des personnes ont investi toutes leurs économies et se sont endettées au prix du mètre carré, notamment dans la métropole, effectivement, pour moi, ça pose problème. Donc, j'ai lu quelque chose qui m'a fait sourire. Le but, c'est de construire beau, solide et utile. Oui, c'est une belle phrase, hein, ça veut strictement rien dire. Pour moi, avant tout, ce qui est important, c'est le mot durable. Et je crois que depuis quelques années, les constructeurs, ils ont complètement oublié de ce que c'était de construire durable. Hein. Je suppose que dans 20 ans, hein, j'étais chez une amie qui était à Dulamont. Ça fait 50 ans que c'est là. C'est encore là. Je doute qu'à Ginko, dans 50 ans, ça y sera encore. Alors donc, pour moi, ce label, Bordeaux Métropole, voir son président, ça fait plaisir. Je regarde s'il y a d'autres demandes d'intervention. Peut-être rappeler le contexte. Alors, Ginko a été cité, donc on va y repartir, puisque effectivement, vous connaissez l'actualité à ce sujet. C'est lorsqu'un balcon s'est écroulé à Ginko que Monsieur Juppé a demandé au vice-président de Bordeaux Métropole, Monsieur Duchesne et Monsieur Mangon, de pouvoir travailler avec les promoteurs sur cette histoire du bien construire. Alors c'est vrai que présenté comme ça peut faire bizarre. Ça, j'en ai bien conscience. Ça peut faire bizarre. En gros, on dit aux promoteurs, faites bien votre boulot, s'il vous plaît. Parce que si je la résume, la charte, en gros, l'idée, c'est ça. Faites bien votre boulot, s'il vous plaît. Donc, on se dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écrire une charte pour ça? Peut-être parce qu'effectivement, pas tout le temps, et encore heureux, mais un nombre de fois trop important, il y a eu des problèmes effectivement dans les constructions et que les pouvoirs publics n'ont rien légalement pour pouvoir contrer
les problèmes qu'il peut y avoir, dans les constructions. Donc la seule solution qu'a trouvé le président de la métropole avec ses vice-présidents, c'est effectivement une charte. Une charte n'a aucune valeur juridique, c'est-à-dire que ça n'est pas opposable. Il faut être très clair là-dessus. Ça n'a strictement aucune valeur juridique. Ça a une valeur, comment je vais dire, d'engagement moral quelque part. Voilà, une charte en gros, c'est ça. Ça a une valeur d'engagement moral. L'idée était de taper un petit peu du poing sur la table. Ils ne sont pas super contents, les promoteurs, de cette charte, donc qui a été votée, je rappelle, à Bordeaux Métropole et dans plusieurs autres villes de la métropole. On n'est pas la seule ville à la présenter en conseil municipal. Le but du jeu, ça a été de taper du poing sur la table et de dire, justement, maintenant ça suffit, on a bien conscience qu'il y a des soucis, il faut que vous fassiez bien votre travail, d'où le beau, solide et je ne sais plus quoi que vous avez cité, je l'ai plus sous le nez, mais voilà, d'où ces 3 termes, c'est pour ça que ça a effectivement été écrit dans la charte. Cette charte a été négociée. Avec des représentants de promoteurs. Moi, je n'ai pas du tout assisté aux négociations. J'ai juste entendu des on-dit comme quoi ça s'était pas forcément passé dans la gaieté, la sérénité et la bonne humeur. Hein. Ça a été un petit peu compliqué. Il y a une chose particulière qui m'intéresse dans cette charte. C'est la fin. C'est-à-dire la question de l'évaluation. Lorsque on est propriétaire ou locataire d'un propriétaire, qu'il soit privé ou bailleur, qu'importe, on y habite, et qu'on habite dans quelque chose de neuf, ben on s'attend à avoir des prestations de neuf. Bon, jusque-là, ça paraît quand même relativement logique. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de revenir en direction du promoteur, des constructeurs, des différentes entreprises. Il y a plein de choses qui existent, la garantie décennale, etc. Mais lancer ces procédures, c'est parfois alors parfois ça se passe bien, on lance les procédures et puis la procédure suit son cours. Et parfois c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. Et ce que je trouve intéressant et ce pourquoi j'avais demandé effectivement à Patrick Blanc, je trouvais que c'était opportun de le proposer. Donc il y a la question d'évaluation, il y en a 2, les évaluations expertes prévues sur les chantiers sur les phases de chantier et de livraison qui viennent effectivement surveiller un petit peu la question des contrôles normaux, et derrière l'évaluation dite citoyenne sur une période de 4 ans avec les habitants, entreprises et les gestionnaires des nouvelles opérations. C'est-à-dire que dorénavant, sur chaque nouveau projet à Blanquefort, on va pouvoir dire, puisque vous avez d'avance le label, c'est pour ça qu'ils l'ont collé d'avance, puisque vous avez d'avance le label, vous devez vous engager à ce qu'il y ait cette évaluation pendant 4 ans et que donc on continue à avoir des contacts entre les habitants du programme qui a été fait et puis le promoteur. Alors, est-ce que ça réglera tout par un goût de baguette magique? Moi, je ne crois pas trop à la magie, donc non. Ça, je ne vais absolument pas vous dire le contraire. Est-ce que c'est un outil, aussi ténu soit-il, pour faire en sorte que ça se passe mieux? Je l'espère. Voilà, c'était un petit peu pour ça que vous était proposé cette délibération. Je la mets donc aux voix. Abstention? Pardon, monsieur Sibrac. Vous avez demandé la parole? Pardon, non, c'est juste, vous avez dit beau. Je sais plus, attendez. Attends, on va dire. Non, mais merci. Voilà. Alors, sur le beau, madame le maire, il me semble que ce que vous pensez, c'est que c'est très subjectif. Ah, écoutez, on peut faire un débat philosophique sur la beauté. On peut tout à fait penser que Ginkgo est beau ou pas, que les bassins à flot sont beaux ou pas, que tel programme à Blanquefort est beau ou pas, que tel programme à Bruges est beau ou pas. On peut faire un débat philosophique sur la beauté. Ça m'intéresse, ça me rappelle une disserte que j'avais fait dans ma jeunesse. Vous me rajeunissez, merci monsieur Sibrac. Je pense que ça Oui, sur le terme beau. Honnêtement, on n'a pas réécrit la délibération, c'est celle de Bordeaux Métropole. Voilà. Oui. Je peux comprendre ce que vous voulez dire sur le beau, et je suis d'accord avec vous, c'est forcément subjectif. Voilà. Ça c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention avant que je mette aux voix monsieur Paddy? Oui, je propose à monsieur Sibrac un jour un débat politique sur la loi des profits. Merci.
Sur la loi du profit. Alors, le beau, le profit, je note. On n'est pas obligé de faire ça ce soir. Hein, bon, ça va. Sur le solide, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je regarde bien. Non, pas de frustration. Je peux donc mettre cette délibération en voie. Abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Je vais passer la parole à Monsieur Laborde pour la dénomination d'une voie déjà préexistante entre la rue de la Rivière et la rue de Berdaca. Bien, merci. Merci. Il appartient au conseil municipal de déterminer par délibération le nom à donner aux voies, aux rues et aux places publiques. Ceci est nécessaire pour faciliter le repérage par les employés des postes de télécommunications, pour la localisation par les GPS, etc. Or, à ce jour, il y a une portion de rue qui se trouve dans le prolongement, à angle droit, donc c'est pas vraiment un prolongement, de la rue de Golac, qui n'est pas nommée. Et donc, nous vous proposons de nommer ce prolongement rue de Golac. Des demandes d'intervention? Je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Et on part sur une autre rue, une voie nouvelle cette fois-ci, Monsieur Laborde. Bon, enfin, les attendus des deux délibérations sont les mêmes, mais là, il y a des bâtiments qui ont été construits entre la rue de la Gabareire et la rue du Cardinal Lecaux, et à l'intérieur de ces bâtiments, il y a une rue qu'il convient de nommer. Donc, nous avons consulté le conseil de quartier de Majolinas, des Blancofortais, ceux qui ont voulu répondre via les réseaux sociaux, et le nom de Coco Chanel a été majoritairement proposé. Cependant, il apparaît que l'avis de Gabriel Chanel fait l'objet de fortes critiques pendant l'occupation. Donc, pour éviter toute controverse, il est proposé de retenir le nom de Camille Claudel, qui est arrivé en seconde position lors de ces consultations. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Sibrac? Bon, cette intervention vaut également pour la dénomination précédente, la délibération précédente, pardon. Sur la nomination des rues, à l'heure où nous sommes, avec la mutualisation, avec l'uniformisation de l'urbanisme, les communes se ressemblent de plus en plus. Traversez la ville du Taillan, vous avez des ronds-points, vous arrivez à Parampure, vous passez par Blanquefort, il y a quand même des similitudes en termes d'architecture urbaine. Nous considérons que la nomination d'une rue sur une commune, c'est ce qui permet à une municipalité comme Blanquefort de garder spécifiquement son histoire. Et de ce point de vue-là, nous l'avons déjà évoqué, Madame le maire, il nous semble que donner des noms de rues à des gens qui ont marqué peut-être la petite histoire, mais l'histoire blanquefortaise, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, il y a une délibération pour nommer cette rue Camille Claudel. Nous voterons pour, parce que nous n'avons absolument rien contre Camille Claudel, éminemment respectable, mais nous préférerions donner des noms de rues à des gens qui ont marqué une rue, un quartier, voire la ville. J'en viens donc, vous vous en doutez, Madame le maire, à des demandes que nous faisons depuis fort longtemps. En l'occurrence, pouvoir donner une nom de rue à Monsieur Louis Fournier, qui n'a toujours pas sa rue et qui, au-delà de toute considération politique, est un homme qui, dans sa vie, a donné beaucoup de son temps à la commune et qui mériterait, de mon point de vue, et du point de vue de beaucoup de monde, d'avoir cette rue. Alors, je vous réitère notre demande, Madame le maire, pour la prochaine rue, même si Monsieur Louis Fournier n'était pas une femme, je sais qu'il faut faire un équilibre, mais je ne crois pas que ce soit une obligation. Eh bien, je pense que l'on pourrait faire une exception. Ou alors, Madame le maire, vous aurez votre nom de rue à Blanquefort, ce que je vous souhaite, hein, mais avant Monsieur Louis Fournier, et dans l'ordre des choses, je ne pense pas que ce soit... Bon, c'est la première des choses. Madame le maire, je me souviens d'il y a 4 ans, vous m'aviez dit, c'est très compliqué de donner un nom de rue, il faut faire une étude de quartier, etc. Si on veut débaptiser, c'est compliqué. Il va y avoir, peut-être dans les années qui viennent, à nouveau des rues à baptiser. Je vous demande, dans ces cas-là, de bien vouloir tenir vos engagements et ce que nous avions indiqué, savoir donner ce nom à M. Louis Fournier. La deuxième des choses, c'est que concernant ce choix de rue Camille Claudel, vous avez en effet
demander au conseil de quartier de Majolinas de bien vouloir participer à trouver un nom. Vous leur avez donné un certain nombre de noms et ils ont, de leur initiative propre, proposé un nom qui était justement le nom d'une personne. Alors 4 noms, mais 4 noms qui représentaient des personnes qui avaient marqué l'histoire du quartier. En l'occurrence, je crois que c'était des propriétaires du château Gilamont. Ces personnes-là vous ont fait cette proposition et vraisemblablement, vous avez ensuite proposé et mis sur Facebook une délibération en proposant ce nom-là, mais sans expliquer qui était cette personne-là. Bon. Donc, il y a un regret de la part de beaucoup du monde du Conseil Majolinas, et certainement que vous en avez entendu parler. Je voulais vous indiquer que ça correspondait à peu près, et de ce point de vue, à notre façon de voir les choses sur la nomination des rues. Privilégions le côté historique, local, s'il vous plaît, Madame le maire. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Madame Guyonneau? Simplement, moi, je voulais me réjouir que le nom de Camille Claudel ait été retenu. C'est une formidable aussi éloge de la différence, puisque vous n'ignorez pas, Camille Claudel était une grande artiste, et elle est morte à l'hôpital psychiatrique, ce qui est aussi fort malheureux. Non, mais on peut trouver des qualités à tout le monde. Moi, au lieu de M. Fournier, si ce n'était pas en local, j'aurais proposé Simone Veil. C'est une femme extraordinaire aussi. Des gens qui sont exemplaires dans l'histoire, on va en trouver. Moi, je vous dis, sur Blanquefort, il y a des gens qui méritent et qui permettraient d'avoir une spécificité blanquefortaise dans le temps. Merci. D'autres demandes d'intervention? Alors, peut-être quelques mots à mon tour. Moi, ça m'avait paru important sur un nom d'une rue, qu'effectivement, de faire travailler des gens dessus. Il était prévu de toute façon qu'il y ait effectivement ce vote cette consultation de la population, puisque c'est par les réseaux sociaux, on ne peut pas appeler ça un vote. Il m'avait paru important on ne rééquilibrera jamais les noms d'hommes et le nom de femmes. Parce qu'il faudrait je ne sais combien d'années pour arriver à faire ce rééquilibre. Et je sais que c'est difficile parfois, messieurs, d'accepter ce rééquilibre, quels que soient les messieurs d'ailleurs, hein, c'est pas du tout la question, et que ça prend un petit peu de temps. Oui, monsieur Sibrac, je vous ai dit que j'avais entendu par rapport à monsieur Fournier, et on est en séance publique. Je vous dis que les 2 prochaines rues, ce que je propose, c'est de ne pas faire un vote sur Facebook. Mais maintenant qu'on a fait un peu de rééquilibrage féminin, et pardon, il en fallait quand même un peu, maintenant qu'on a fait un petit peu de rééquilibrage sur les noms de femmes, je vais y arriver, excusez-moi, je vous propose que les 2 prochaines rues, parce qu'il y a votre demande, monsieur Sibrac, mais il y a également une autre demande qui m'est faite depuis des années. Il y a un autre Blanquefortais qui s'appelle James François. James François a été un déporté, il est mort dans les camps, ça a été le seul déporté politique blanquefortais. Ce que je vous propose, c'est que sur les 2 prochaines rues, quand elles vont arriver, forcément il y en aura d'autres effectivement, on puisse les nommer, on mette 2 noms d'hommes, qui soient des noms d'hommes blanquefortais, Louis Fournier et James François. Et mon souhait serait qu'après on revienne un petit peu à un rééquilibrage féminin et hop, et qu'on y revienne plus tard et ainsi de suite. Donc voilà, je vous l'annonce très solennellement en séance publique, qu'après ce rééquilibrage, je vous ferai cette proposition. Et du coup, monsieur Paddy veut prendre la parole. Mais je n'osais pas l'évoquer ce soir. Bon, mais merci pour Louis Fournier, mais merci pour James François aussi. Ça fait longtemps. Moi, je vais finir bientôt en 2020. Je rends mon tablier, comme l'a fait tout à l'heure M. Laborde. Donc c'est bien que ça soit fait avant que je m'en aille, parce que c'est quand même un déporté politique qui est mort à Mauthausen dans des conditions effroyables et dont monsieur d'ailleurs, l'ancien maire de Blanquefort, avait accepté de le faire mentionner sur le monument aux morts d'ailleurs. Merci. Monsieur Sibrac. Merci Madame le maire pour ces annonces, et je pense que Facebook n'est pas forcément le bon moyen pour quoi que ce soit comme dénomination, au-delà de la rue Louis Fournier et la rue James François. Moyen de communication moderne.
Moyens de communication modernes. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur cette délibération? Je peux donc la mettre aux voix. Non-participation, abstention. Vote contre. Vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Ah oui, je passe la parole à Monsieur Francis Jauvert. J'ai envie de dire tous les ans, à la même époque, nous avons un même avis à donner sur la question de l'ouverture dominicale d'un certain nombre de communes. Oui, tout à fait, Madame le maire. Donc, il s'agit effectivement d'une délibération traditionnelle, puisque nous avons l'obligation, le conseil municipal a l'obligation de se prononcer avant le 31 décembre. Nous avons respecté la procédure habituelle, à savoir que la ville a consulté d'abord, bien sûr, les commerces de détail qui ont des salariés, et en même temps, elle a pris contact avec la Chambre de commerce pour connaître la liste des propositions qui avaient été concertées au niveau métropolitain. Moyennant quoi, il est proposé aujourd'hui donc une ouverture de dimanche limitée à 5 dimanches de décembre pour l'année 2019. Alors moi j'ajouterai une petite précision. Quand on parle des dimanches, on a l'impression qu'il s'agit de dimanches, des journées entières. Il faut savoir que les commerces ouvrent déjà le dimanche matin et que dans la réalité pratique, il s'agit finalement des dimanches après-midi. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération aux voix. Abstention? Vote contre? Oui, c'est bien noté, pas de problème. Oui, notez aussi. Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Madame César Brunet, un certain nombre de délibérations pour vous. D'abord, la mise à disposition de personnel municipal auprès du COS. Donc, c'est en fait un renouvellement. Donc, nous avons un agent qui, depuis plusieurs années, donc, occupe ce poste-là, connaît très très bien dans le comité des œuvres sociales. Et donc, nous proposons le renouvellement de cette mise à disposition. Des questions particulières? Je peux considérer la délibération comme adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Délibération suivante, Madame César Brunet, actualisation de la liste des élus indemnisés. Donc, en fait, nous devons actualiser dans la liste des élus indemnisés, rappeler seulement le fait du départ de Madame Monique Medeville, qui est donc remplacée par Valérie Carpentier et qui est donc désignée par logique comme conseillère déléguée et qui bénéficie ainsi d'indemnité correspondante. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Sibrac? Madame le maire, vous nous présentez ce soir une délibération visant à octroyer une indemnité d'élu à Madame Valérie Carpentier. Certes, vous en avez le droit, et nul doute que les membres de votre majorité vous suivront malgré sur cette délibération. Pour ce qui concerne notre groupe, nous allons nous opposer à cette délibération pour plusieurs raisons. Je rappelle à cette assemblée que Madame Carpentier, si elle siège aujourd'hui sur les bancs de ce conseil, c'est parce qu'elle a été élue sous la bannière de Blanquefort-au-Cœur lors des élections municipales de 2014 et qu'elle occupait une des premières places de cette liste. Elle a également participé à l'élaboration du programme de notre groupe. En rejoignant votre groupe, Madame le maire, Madame Carpentier s'est affranchie, de notre point de vue, d'un des principes les plus élémentaires de la démocratie, qui est pour un élu de les respecter et de respect des électeurs qui avaient voté pour la liste Blanquefort-au-Cœur pour ce qui nous concerne. Mais ce qui est le plus choquant de notre point de vue, et je pèse mes mots, c'est le fait de voir attribuer une indemnité d'élu à Madame Carpentier. Il y a, je suis certain, autour de cette table et dans vos rangs, Madame le maire, des gens qui vous font confiance depuis le début, qui vous suivent et qui travaillent beaucoup au quotidien pour la commune. Ces gens-là auraient mérité certainement autant le poste, mais également l'indemnité mensuelle que vous vous apprêtez à donner Madame Carpentier. Nous voulions ce soir nous indigner devant cette délibération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Madame Carpentier? Oui, écoutez, c'est vrai que c'est une proposition qui m'a été faite par le biais de Madame le maire et donc Monsieur Blanc.
Du fait de mes connaissances professionnelles, je pense qu'ils ont été sensibles à ça, que je connais le métier du bâtiment, et puis surtout de la promotion immobilière. De mon côté, je m'étais assurée que, bien sûr, du fait de ma présence très récente au sein de la municipalité, de la majorité, je m'étais assurée auprès de Madame le maire et de Monsieur Blanc s'il y avait personne d'autre avant moi qui était intéressé par ce poste, parce que je voulais vraiment pas prendre le poste de quelqu'un. Ça, c'était très important pour moi. Et concernant l'indemnité, en fait, je ne savais pas que je pouvais être indemnisée. Après la commission réunie de mercredi dernier, j'en ai parlé à Sylvie pour savoir si c'était une obligation et comment je pouvais faire peut-être pour que Madame Médeville, enfin la famille de Madame Médeville, peut-être continue à recevoir cette indemnité qu'elle avait reçue au tout début du mandat de Madame le maire. Et je voulais m'assurer, si c'était possible de le faire, je le ferais volontiers. Parce que vraiment, ça m'est complètement égal. Non, ça m'est complètement égal et je préférerais, si c'est possible, que ça soit toujours peut-être la famille de Madame Médeville qui en bénéficie. Voilà, c'est tout. J'espère que je serai capable de tenir ce poste et puis surtout apporter une touche de mes connaissances. Merci. Merci, Monsieur Patrick Blanc. Alors, premier point, si le malheur n'avait pas frappé Monique Médeville, elle serait toujours avec moi. Voilà. Deuxième point, mes collègues sont ici autour de cette table pour le dire. Quand j'ai fait appel à candidature pour remplacer Monique Médeville, il n'y a pas eu de volontaire. Troisième point, Valérie Carpentier vient travailler avec moi au service urbanisme. Elle est présente tout le jeudi après-midi, tout le lundi après-midi et souvent le mercredi. Donc pendant ce temps-là, elle ne travaille pas dans son travail personnel. Voilà. Donc l'indemnité après, je ne trouve aucun... Moi, je n'ai aucun scrupule à ce que Valérie Carpentier bénéficie de cette indemnité. Et si Valérie Carpentier nous a rejoints, c'est peut-être aussi parce qu'elle a pesé le pour et le contre dans ce que vous lui proposiez et ce qu'elle pouvait trouver chez nous. Et de là à dire que vos électeurs vont se traumatiser de son départ, il y en a peut-être aussi qui ont compris pourquoi elle partait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Monsieur Sibrac ? Eh bien, Madame le maire, si Madame Carpentier, avant mon intervention, avait indiqué ce qu'elle a indiqué, j'aurais retiré bien volontiers une bonne partie de ce que j'ai dit. Donc, soyez objectif et bienveillant de ce point de vue-là et faites-moi grâce, croyez-moi, je l'aurais fait. Deuxième des choses, je n'ai pas dit qu'ils allaient être traumatisés, les électeurs, j'ai dit que ce n'était pas du respect envers eux, et cela, par contre, je le maintiens. D'autres demandes d'intervention ? Je ne veux pas m'appesantir trop longtemps sur ce point. Je voudrais juste indiquer une chose. Quand je travaille avec quelqu'un, je ne fais pas semblant. Voilà. Quand je travaille avec quelqu'un, quand on y va effectivement jusqu'au bout. Et autour de cette table, nous avons des conseillers qui ont... au fait, pour le public, c'est pas une très grosse indemnité. Hein. Si vous cherchez à être millionnaire, cherchez pas à être élu, ça marchera pas. À n'importe quel poste. À n'importe quel poste, ça marchera pas. Quand je travaille, voilà, moi, quand je décide de travailler avec quelqu'un, quand quelqu'un me fait confiance, que ça fasse 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on travaille ensemble et moi je fais pas dans la demi-mesure. Et quand je vois que quelqu'un s'investit et que ça prend du temps, je traite cette personne exactement comme toutes les personnes qui étaient avec nous, et en tout cas pour tout le groupe. Et Valérie Carpentier, je pense que tu le sais, ça a été un vrai plaisir. Je tiens à le dire. Je mets donc cette délibération aux voix. Non-participation, abstention. Vote contre. Vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Madame César Brunet, indemnité forfaitaire de déplacement sur la commune. C'est un classique. Donc voilà, tout est dit.
Donc le tableau, c'est un tableau d'actualisation sur les indemnités forfaitaires. Il y a en fait une personne qui a été rajoutée. Ce sont en fait des postes qui sont communiqués, bien sûr, pas des noms. Voilà. J'imagine que là, il n'y a pas d'intervention particulière. Je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité. Et alors, pour votre plus grand plaisir, la numéro 31, c'est-à-dire la modification du tableau des effectifs. Monsieur Laborde. Donc toujours pour les mêmes principes, toujours les mêmes intentions, pas besoin de les rappeler. Donc la création au tableau de plusieurs postes et d'autoriser donc aussi le personnel, le recrutement de personnes non titulaires si nous pouvions trouver à ces postes-là. Je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité. Alors, je sais que l'ordre du jour est épuisé, mais je vais vous demander de rester encore quelques minutes, non plus pour des délibérations, mais d'abord pour... dans un premier temps, je pense qu'il faut le faire de manière très, très officielle. Je l'ai fait de manière officieuse, mais je le fais de manière officielle. Je voudrais féliciter tout l'ensemble du conseil municipal pour sa mobilisation samedi matin. Il y a eu une manifestation qui s'est faite dans l'unité, dans la détermination et dans le calme. Mais moi, quand ces trois termes sont réunis, c'est quelque chose qui convient tout à fait. Et sachez que les salariés de Ford ont apprécié la mobilisation des élus de Blanquefort, la mobilisation des élus girondins, puisqu'il y en a quand même pas mal, et tous ceux qui se sont excusés. Il y en a pas mal qui ont répondu à mon appel, des habitants de Blanquefort, parce que j'en ai croisé quand même pas mal, effectivement, dans le cortège. À quoi servait cette manifestation? On peut toujours se poser la question. C'est toujours la même question. Montrer à Ford qu'il vaut mieux une reprise plutôt que la fermeture. Aujourd'hui, nous avions ce qui expliquait mon arrivée très très tardive. Ce genre de réunion, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Nous avions une réunion avec Madame Agnès Pannier-Runacher, qui est la secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, donc avec Monsieur Floris, le délégué interministériel, les collectivités, chez Monsieur le Préfet, et bien évidemment les représentants des salariés. Alors, je ne me suis pas fait de synthèse. Comment je vais vous résumer ça? Bon, pardonnez si je tâtonne un peu parce que c'est pas tous les jours facile là-dessus. Au point de vue calendrier, puisque c'est quand même notre problème numéro 1, on n'a pas d'avancée mais un espoir potentiel. Alors, pas d'avancée, ça signifie que demain, il y a toujours... demain et mercredi, il y a toujours 4 demi-journées de réunion avec le CE sur le PSE. La réunion de mercredi matin et la réunion qui doit parler du repreneur. Donc, a priori, j'ai bien dit a priori, ça change d'heure en heure avec eux, donc on verra d'ici mercredi. A priori, c'est là où Ford devrait annoncer sa décision, punch ou fermeture. Ils ont reçu leur plan, le business plan de punch, le définitif, vendredi soir. Ils l'ont reçu vendredi soir. Nous, collectivités territoriales, on ne l'a pas encore eu. L'idée, c'est que normalement, Ford le présente aux salariés mercredi matin. Mais alors, il y en a qui l'ont eu. En fait, comme il y a des questions d'accord de confidentialité, c'est super compliqué. Qui en a eu connaissance? Monsieur Floris. Et le cabinet qui travaille pour le comité d'entreprise de Ford et qui est tenu également de ne pas divulguer ces différents éléments. Mais ils ont tous été unanimes sur un point. Le business plan est meilleur que le premier qui avait été présenté. On a un plan produit qui commence à être beaucoup plus intéressant. En fait, ce qui était un petit peu inquiétant ce qui posait question sur le premier plan produit, c'est qu'on produit des boîtes de vitesse, c'est super, mais il faut bien les vendre. Punch, c'est pas un constructeur automobile. Donc la question, c'était la question de la commercialisation. Et donc, apparemment, beaucoup de réponses positives ont été apportées dans ce business plan et avec des choses concrètes quant aux clients potentiels de Punch. Donc, à partir de là, on a 24 heures décisives. Est-ce que Ford va accepter de ne pas annoncer sa décision mercredi matin? Voilà pourquoi je disais le calendrier ne bouge pas, mais on a encore un espoir. Alors, toutes les petites pierres qu'on peut y mettre, y compris celles qu'on a tous posées ensemble samedi matin, fait partie de cette construction d'édifice pour que Ford accepte la reprise plutôt que la fermeture. En gros, à chaque fois...
que Ford facilite rien, c'est pas un scoop. Hein. Parce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui si Ford avait fourni les volumes nécessaires pour que la période de transition se fasse normalement. On ne serait pas dans un calendrier aussi tordu, j'ai envie de dire, que celui que l'on a. Ford, eux, ce qui les intéresse à tout prix, c'est est-ce que le plan produit est valable? Alors au départ, ils nous disaient non. Maintenant, ça va être quand même compliqué de nous dire non. Le deuxième point qui les intéresse, alors c'est celui qui les intéresse le plus, qu'est-ce qui juridiquement les protège? C'est-à-dire qu'ils veulent surtout pas se retrouver dans la même situation qu'il y a 10 ans, avec une reprise qui avait été très mauvaise, et que donc juridiquement, et avec beaucoup de pression de tout le monde, il faut bien l'avouer aussi, ils s'étaient trouvés coincés, ils étaient obligés de revenir. Donc là, ce qu'ils veulent à tout prix, c'est, une fois que c'est donné ou fermé, ne plus jamais avoir à y revenir. Et dans tous les cas, ils ne veulent pas bouger leur date de départ, que ce soit en fermeture ou en reprise. Pour eux, c'est septembre 2019 ou rien. Donc c'est toujours Ford qui est maître de ce calendrier. Donc il y a eu beaucoup de discussions. Ça a duré un petit peu longtemps avec les organisations syndicales parce que Ford utilise un troisième prétexte. J'appelle vraiment ça un prétexte, je pèse mes mots. Ils veulent qu'il y ait un accord qui soit signé entre Punch et les organisations syndicales quant, pas tant les conditions de travail que des gains de compétitivité, pour faire simple. Ils veulent que ce soit signé avant leur décision, donc avant mercredi matin. Un certain nombre d'organisations syndicales disent « Nous, on veut bien faire des efforts, mais ce fameux plan produit qu'on doit nous présenter mercredi matin, on voudrait bien quand même le voir avant pour voir si les efforts qu'on va faire sont justifiés. » Et que, comme Ford, c'est pour ça que j'ai mis le schéma juridique avant, comme on sait que dans tous les cas, que ça marche ou que ça marche pas, Ford ne reviendra pas, faut pas qu'on se plante. Faut pas qu'on se plante par rapport à ça. Et puis, comme dans toute négociation qui se fait dans un timing super serré, puisqu'en fait ça s'est fait cette semaine, hein, pour être... non, on est lundi, la semaine dernière. Ça s'est fait la semaine dernière. Faites des négociations salariales en une semaine avec un futur repreneur potentiel que vous n'êtes pas sûr que c'est lui qui va reprendre sans plan produit définitif. Ça aide pas beaucoup à la négociation. Ce soir où on en est au point où les organisations syndicales ont accepté un certain nombre de sacrifices. Punch demande un petit sacrifice supplémentaire, donc comme à chaque fois qu'on demande plus, à un moment ça se fâche un peu. Mais le dialogue n'est pas rompu. En discutant tous ensemble, on a obtenu que demain il y ait une nouvelle rencontre téléphonique entre Punch et les organisations syndicales. Ce que on va tenter d'utiliser pour dire à Ford que mercredi, ils ne doivent pas rendre leur décision. Donc, on nous a dit que Monsieur le ministre allait rappeler Ford demain pour effectivement desserrer ce calendrier et qu'on ait une petite bouffée d'oxygène et de respiration. Donc, on est... Je sais qu'une fois j'avais fait une métaphore avec une histoire de lumière au bout du tunnel. D'abord c'était une bougie, après c'était une torche. Je sais plus très bien quelle lumière nous éclaire parce que c'est tendu. C'est tendu parce que Ford, c'est des malins. Hein. Une fermeture, ça leur coûte moins cher. Faut être clair. Donc, ce qu'ils veulent, c'est pousser les gens à vouloir de la fermeture plutôt qu'une reprise. Et comment on les pousse dans les négociations qu'il va y avoir demain et après-demain sur le PSE. Promettez des choses très intéressantes financièrement à court terme, de manière super immédiate aux personnes, forcément qu'on réfléchit avant de dire oui ou non, sans regarder cette question de moyen terme. Donc, on pense tous qu'ils sont prêts à sortir un petit peu le carnet de chèques, pour parler vulgairement, parce que dans tous les cas, la reprise leur coûtera plus. D'un autre côté, vu l'ampleur des subventions publiques qu'ils ont touchées depuis des années, enfin, je sors pas mon mouchoir pour pleurer. Donc demain va être encore une journée décisive. Oui, je sais, ça fait 6 mois que je vous dis ça, mais là, on y est quand même de plus en plus. Demain sera une journée décisive et on va tous attendre mercredi matin ce CE en espérant qu'il n'y aura pas d'annonce, parce qu'il faut comprendre comment se passent les CE. Vous m'étonnez que ce soit tendu à l'intérieur.
On s'imagine à un CE qu'on a la direction en face, on discute. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on s'engueule, qu'importe, mais on a quelqu'un en face, on discute. Ce n'est plus du tout ça, et ce maintenant depuis belle lurette. Aujourd'hui, on a le directeur de l'usine qui reçoit un communiqué de la part de Ford Europe, donc il lit le communiqué, jusque-là tout va bien, mais donc derrière, le débat, étant donné que les interlocuteurs ne sont pas là, ni physiquement, ni en visioconférence, ni par téléphone, eh ben, quand vous n'avez pas d'interlocuteur en face, forcément, vous ne pouvez pas discuter. À notre connaissance ce soir, Ford Europe ne sera pas là mercredi matin. Donc, imaginez un petit peu la tension, où ils attendent de savoir si mercredi matin, on va leur dire on continue ou on ferme. Si jamais, admettons le scénario le pire, celui que personne ne veut, c'est pas, je ne veux pas nous porter la poisse avec cette histoire, mais imaginez la situation, quelqu'un qui lit un papier et quelqu'un qui n'a pas le courage d'être en face pour dire ça. Ça se passe depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis que Ford a décidé de partir. Donc voilà un petit peu, je regarde mes petites notes en même temps, voilà, donc après il y a eu tout un tas, il y a eu tout un tas de discussions sur les questions d'accord, de compétitivité, comment on les met plutôt là, enfin voilà, il y a des négociations qui se sont faites. Dans cette histoire, bien évidemment, les pouvoirs publics ne sont pas négociateurs. Les négociations se font... ce qui est bizarre, c'est que les négociations des représentants des salariés ne se font pas avec leur patron, ça se fait pas avec Ford. Puisqu'ils l'ont pas en face, ils l'ont jamais. Voilà, je reconnais que c'est une situation un petit peu bizarre. Donc bien évidemment que les négociations se font pas avec nous. Les pouvoirs publics ne sont que les facilitateurs. Et là, je pense que ce soir, ils sont pas encore couchés parce qu'ils sont encore en train de discuter pas mal entre eux. Voilà un petit peu où on en est. Et quelque chose qui n'a rien à voir avec Ford, mais qui permet de terminer le conseil municipal sur une note positive. Donc forcément, ça n'a rien à voir avec Ford. Enfin si, bientôt, j'espère. Enfin, je sais pas, on verra. Une note positive. Alors, on n'en est pas encore à la délibération, mais on aura très largement le temps d'en reparler. Une question m'avait été posée par rapport au programme que l'on faisait sur la rénovation de la piscine. Pourquoi est-ce qu'on ne travaillait pas sur une piscine intercommunale? J'ai dit que j'y travaillais. Avec qui? Mystère, jusqu'à ce que l'accord de principe soit trouvé. L'accord de principe a été trouvé. Donc en fait, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Comme quoi, de temps en temps, ça arrive aussi. Nous allons travailler avec la ville de Parempuire. Nous allons travailler avec la ville de Parempuire pour pouvoir rénover la piscine. Travailler avec la ville de Parempuire, ce qui permettra, au point de vue financier, de nous alléger un peu de notre côté, et ce qui permettra à des scolaires de Parempuire de pouvoir apprendre à nager. Alors nous, à Blanquefort, on a la chance d'avoir une piscine depuis le tout début des années 80, donc quasiment tout le monde ici a appris à nager à la piscine de Blanquefort. Voilà, pour nous, c'est tout à fait évident, mais bien comprendre qu'effectivement, il y a tout un tas de communes qui n'en ont pas. Une piscine par commune, ça c'est juste pas possible. Financièrement, c'est pas jouable. Et puis moi, j'avais un deuxième souci. Cette rénovation, il faut la faire, c'est absolument indispensable. Il faut la faire, mais autant déplacer une école, on y est arrivé, le temps qu'on fasse des gros travaux sur l'école. Déplacer une piscine, je sais moins faire. C'est relativement compliqué. Donc j'étais très ennuyée avec la question que, avec la rénovation sur place, ça voudrait dire que la piscine de Blanquefort serait fermée pour 2 ans minimum, mais 2 ans, enfin voilà, temps de la démolition, reconstruction, puisque de toute façon, ça aurait été ça. Et ça, forcément, c'est bon pour personne. On a énormément de scolaires sur la commune, et en plus de nos petits dont nous sommes responsables, je rappelle que nous avons collèges et nombre de lycées qui viennent à la piscine, plus les gens qui sont dans les clubs, les associations, ou qui tout simplement vont nager pour leur plaisir et leur loisir. Mais je ne savais pas comment faire autrement, donc j'ai demandé qu'on regarde si on n'avait pas un terrain public qu'il fallait qu'il soit proche des écoles, plutôt en centre-ville, en tout cas proche des accès. Je vais y arriver en déplacement, bus. On regardait également les réseaux, etc., etc. On va pouvoir construire une piscine à fond gravé
à l'entrée du parc de Fontgravé, juste en haut du CFA, du côté de la rue Jean Duvert. Alors le positionnement exact, on n'en est pas encore là, mais les études ont montré qu'effectivement on pouvait le faire. On a la place de faire la piscine qui était prévue, c'est-à-dire une piscine avec un bassin de 25 mètres, plus le bassin d'apprentissage qui va nous permettre d'avoir par moment 2 choses en même temps, ce qui va nous permettre aussi de libérer les créneaux, avec bien évidemment parking voiture et parking bus, ce qui fait qu'on aura la possibilité de garder la piscine en fonctionnement le temps que l'autre se construise. Ça ne veut pas dire qu'on aura 2 piscines en même temps en fonctionnement à Blanquefort, hein. Non, ça non, mais ça nous permettra effectivement qu'il n'y ait pas d'interruption dans le service public, parce qu'on peut dire qu'une piscine communale, c'est un service public. Donc ça, comme c'est une bonne nouvelle, je m'étais dit que j'allais la garder pour la fin. Messieurs, dames, alors j'espère que de toute façon on aura des nouvelles sur Ford bien avant qu'on se retrouve dans cette configuration au mois de février, et j'espère qu'on y sera les drapeaux de la victoire. Bonsoir à tous et à toutes.